de vous installer et puis on va commencer. Donc, je suis Mireille Wimbert, journaliste à l'Express. Écoutez notre table ronde, donc le thème est là, changer la ville vers un nouveau mode de pensée. Vous le savez, dans le 6e rapport du GIEC, c'est tout à fait clair. Les villes sont des zones sensibles, ce sont des pôles d'attraction forts à la fois pour les activités et pour évidemment les individus, ce qui fait finalement que la ville est au cœur de toutes les transformations écologiques qu'on imagine. La ville en France aujourd'hui, c'est quoi? C'est 80% de la population et c'est aussi 67% des émissions de gaz à effet de serre. Donc 67% de l'ensemble des émissions nationales de gaz à effet de serre. Donc c'est beaucoup. Évidemment, les gens qui façonnent cette ville ont une responsabilité importante. Une responsabilité pourquoi? Parce qu'il faut nous faire des villes belles, il faut nous faire des villes inclusives, des villes résilientes, des villes qui sont aussi évidemment vertueuses en termes d'écologie. Ça, c'est évident. Alors, ce long parcours vers la ville bas carbone, finalement, on est en train d'emprunter ce chemin et on va voir avec les 5 décideurs qui sont autour de moi comment finalement dans leurs décisions quotidiennes, parce que chacun à leur niveau, ils prennent des décisions quotidiennes sur le renouvellement urbain, que ce soit dans leur ville, quand ils sont maires, que ce soit dans une zone beaucoup plus large, quand ils sont directeurs d'établissements publics d'aménagement. Donc on va voir tout ça maintenant. Je vous propose de passer directement la parole aux intervenants. Vous aurez dans la salle la parole en fin de session. On réserve évidemment 10 minutes pour que vous puissiez poser vos questions. Je propose peut-être de commencer avec Karine Franclet, qui est maire d'Aubervilliers. Aubervilliers, vous le savez ou pas, c'est une ville qui touche Paris, qui jouxte Paris au nord. C'est une ville de 90 000 habitants, une fameuse ville du 9-3, ou de la... Non, c'est pas le 9-3 ? C'est la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis ? C'est pas le 9-2, donc c'est la Seine-Saint-Denis. Et c'est combien ? 93. Ah oui, c'est le 9-3. La Seine-Saint-Denis. Oui, pas le 7-5. C'est la Seine-Saint-Denis, donc plus communément appelée 9-3 par certains. Donc madame, mais pourquoi ? C'est dégradant, ça donne pas une image positive. Oui, bien sûr, mais c'est pour que les gens aient un peu conscience de ce qu'est finalement la ville. Donc vous êtes maire depuis les dernières élections. Vous avez ravi la ville qui était un bastion communiste depuis presque la Libération, je crois, ouais, c'est ça. Donc vous êtes aussi vice-présidente de Pleine Commune, qui est un établissement public territorial qui regroupe 9 communes du nord de Paris. Vous êtes conseillère départementale de Seine-Saint-Denis et présidente de l'Office public de l'habitat d'Aubervilliers. Madame la maire, je vous pose la première question. Cette ville, elle a beaucoup changé. Dans l'imaginaire, c'est vrai que c'est une ville plutôt industrieuse, plutôt industrielle. Aujourd'hui, elle tend vers le tertiaire. Pour passer de l'un à l'autre, ou de ce que vous en avez fait aujourd'hui, ou de ce que vous voulez en faire, il y a eu de nombreuses étapes. Est-ce que vous pouvez nous faire une image de la manière dont la ville a évolué ? Alors, vous le disiez, Aubervilliers est une ville frontalière au 18e, au 19e arrondissement. On a la chance d'être une ville de plus en plus connectée grâce au métro qui maintenant, là on avait déjà la ligne 12, enfin la ligne 7, on a la ligne 12 qui rejoint la mairie d'Aubervilliers et on aura à terme 2 stations de la ligne 15. Donc c'est une ville avec un lourd passé industriel. Historiquement, avant ce passé industriel, c'était une ville de maraîchers. On a encore dans le patrimoine municipal une ferme qu'on essaye de préserver et de restaurer, mais il y a quand même cette forte identité. Et d'ailleurs, on s'est battu pour que la station mairie d'Aubervilliers porte le nom aussi Pleine des Vertus, pour rappeler, parce que je pense que c'est aussi important de valoriser et de ramener aussi à l'histoire de la ville. Et vous l'avez dit, moi, avec mon équipe, nous avons gagné il y a 2 ans et on a pris une situation d'une ville très proche de la Petite Couronne, bientôt connectée par de nombreuses stations de métro, où il y avait encore énormément de friches industrielles. Ça a été marqué dans les années 80-90 par énormément de construction de logements sociaux. Où nous avons 47% de logements sociaux à Aubervilliers, et puis la rupture forte entre l'ancienne et la nouvelle équipe, c'est que nous partions du principe que 47% de logements sociaux dans une ville, c'était déjà amplement suffisant, et là
Je préside également l'Office public de l'habitat d'Aubervilliers, donc c'est plus de 8500 logements dans un état absolument dégradé. Donc l'idée était d'un côté de pouvoir rénover ce parc social, et nous y employons notamment avec des programmes en rue et puis une politique d'assainissement des comptes extrêmement volontariste, puis de dire aussi maintenant toutes ces friches industrielles, qu'en fait-on, et donc de construire plutôt des programmes, pas plutôt en accession à la propriété. Alors après, pas de manière aussi rapide que le voudraient forcément tous les acteurs économiques, mais de façon mesurée, en identifiant des zones. Donc on a encore un potentiel de développement. Je pense que si on compare Aubervilliers aux villes voisines de Pantin ou de Saint-Ouen, on a clairement 20 ans de retard. Et donc un potentiel à développer. Et, si j'insiste en disant Seine-Saint-Denis et pas 9-3, c'est que je pense qu'il y a une image et moi j'ai envie de valoriser, on dit pas le 7-5, donc on est en Seine-Saint-Denis à Aubervilliers, voilà, avec beaucoup de potentiel à développer. D'accord, merci infiniment. Je vais passer la parole à votre voisin directement à droite, monsieur Jean-Baptiste Ray. Vous êtes directeur général adjoint de l'EPA Marne et de l'EPA France, ce sont deux établissements publics d'aménagement. Vous êtes dans l'Est parisien, vous couvrez 44 communes, ça va de Villeneuve-le-Comte, Sucy-en-Brie en passant par Chelles. Il y a 3 départements, donc j'évite cette fois de donner donc le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne. Votre périmètre c'est 617 000 habitants, 46 000 entreprises, et tout ça sur 300 km². Alors vous, finalement, vous êtes au milieu. Il y a d'un côté les collectivités locales qui vous demandent de faire certaines choses, enfin, qui aménagent, de l'autre les privés, qui eux construisent, et vous finalement, c'est vous qui faites le go-between et qui, dans les cahiers des charges, indiquez tout ce que les collectivités veulent, enfin voilà. Et alors là, la question, c'est vrai qu'on est en pleine transition écologique, enfin là, le secteur est quand même vraiment les 2 pieds dedans, depuis peu certes, mais ça y est. Qu'est-ce que vous constatez quand vous faites des appels d'offres, des cahiers des charges, quand vous faites des choses comme ça pour les municipalités, qu'est-ce qu'elles vous demandent aujourd'hui qu'elles ne vous demandaient pas hier en matière justement de transition écologique, de recyclage urbain, de ces choses-là? Est-ce que ça a vraiment changé? Et quels sont les points sur lesquels vous sentez une vraie bascule? Oui, bonjour à tous. Alors c'est vrai que l'intérêt d'être un établissement public d'aménagement, c'est qu'on est à l'interface entre l'État, les collectivités, les promoteurs avec leurs architectes entreprises, et surtout les habitants et les utilisateurs d'un territoire. Avant tout, la réponse qu'on doit apporter sur un territoire, qui se traduit par une volonté politique, c'est l'attente de l'habitant et de l'usager pour faire en sorte que la ville qu'on construit et qu'on adapte soit la plus paisible possible, la plus qualitative possible en termes d'usage et d'aménité. Et donc, on développe ce territoire depuis 50 ans pour faire en sorte que sur ce territoire, on puisse avoir un accès aux études, un accès à l'emploi, un accès au commerce, un accès à des activités ludiques, culturelles et sportives, et qu'on puisse avoir du logement dans un parcours résidentiel le plus large possible. Sur ce territoire, on a réussi à développer de l'accès au logement social, même voire très social, jusqu'à du logement collectif privé et du logement individuel privé assez haut de gamme. Donc ce large panel, finalement, nous engage à devoir finalement répondre à beaucoup d'attentes. Et donc, sur ces enjeux de changement climatique, quelque part, les collectivités vont nous demander l'impossible, c'est de savoir anticiper ce qui n'est pas anticipable. Et donc, la meilleure réponse qu'on peut apporter à ça, c'est d'être tout le temps en capacité d'avoir des opérations qui s'adaptent, qui peuvent être réversibles, et avoir dans nos projets urbains des espaces qui soient propices au climat, à la nature et à la santé des habitants et aux utilisateurs. Ça se traduit comment? La chance qu'on a, c'est qu'on on travaille à 3 échelles. On travaille en tant que maître d'ouvrage des espaces urbains, dans le cadre d'un projet d'aménagement. On travaille en tant que prescripteur, vous l'avez dit, pour consulter des promoteurs et de construire des opérations immobilières, que ce soit sur du logement, de l'activité économique, le plus propice justement à ces anticipations de changement climatique. Et ensuite, on travaille aussi en tant que facilitateur auprès des collectivités, en les accompagnant sur leurs documents référentiels, que ce soit les documents PCAET, les PLUI, les SCOT également. Et donc on a quelque part cet intérêt d'être ancré sur un territoire et donc de pouvoir accompagner des collectivités. Vous l'avez dit, on a un périmètre assez large, ce qui fait qu'on est la seule entité institutionnelle
qui peuvent réunir au sein d'un même tour de table un conseil d'administration des élus du 94, du 93 et du 77. Concrètement, sur les opérations immobilières, que ce soit sur du logement ou de l'activité économique, on a d'ores et déjà anticipé depuis plusieurs années l'ARE, la réglementation énergétique. 50% de notre production immobilière aujourd'hui est déjà dans le seuil 2025, et à partir de 2023... Ça, c'est pour le logement, n'est-ce pas? Oui, sur la partie logement. Et sur la partie, à partir de 2023, on aura 30% de nos promesses de vente qui seront signées avec des seuils 2028. On engage également les promoteurs, je parle du logement, je parle ensuite de l'activité économique, sur l'utilisation des matériaux biosourcés. 50% de nos opérations aujourd'hui utilisent des matériaux biosourcés ou géosourcés, et on a produit depuis 2015 7000 logements utilisant le bois dans le procédé constructif. Je ne dis pas forcément du tout bois, je dis le bois associé au procédé constructif, et ensuite vous avez des affinités, selon les élus, selon les collectivités, d'avoir des marques architecturales plus ou moins propices à du bois en façade, et donc ça c'est des choses qui se négocient au fil du temps. Sur nos espaces urbains, bien évidemment, l'enjeu c'est de pouvoir favoriser les espaces verts, de pouvoir favoriser le maintien des espaces verts lorsqu'on le peut, la terre pleine. Je pense que tout le monde a en tête aujourd'hui les sujets de limitation de l'artificialisation des sols, donc un opérateur comme nous se doit de questionner la place du stationnement en surface, la minéralisation des espaces. Je donne juste un chiffre, parce que je ne vais pas noyer l'assistance avec des chiffres, mais sur 5 ans, on produit 215 hectares d'espace public dans le cadre de nos projets urbains, et on a les 2/3 qui sont non minéralisés. C'est-à-dire que notre action consiste à créer des parcs urbains, des zones végétalisées, de l'agriculture urbaine en ville, et seulement le tiers correspond finalement aux routes et aux trottoirs, à ce stade, qu'on ne sait pas faire différemment que minéral. Donc c'est une action extrêmement volontariste. On a aussi la chance d'être un opérateur qui agit sur nos fonds propres. Donc ce qui veut dire que sur 95% des opérations qu'on a, on a 43 projets d'aménagement en cours aujourd'hui, et 95% d'entre elles sont sur fonds propres, c'est-à-dire qu'on gère le risque du bilan recettes-dépenses de l'opération. Donc on est tout le temps dans une négociation avec la collectivité pour avoir à la fois une ambition écologique sur nos constructions et nos espaces urbains, mais également être dans la réalité du coût de construction, la réalité du marché, entre guillemets, du BTP, pour faire en sorte qu'on ne fasse pas de fausses promesses à imaginer et laisser imaginer les collectivités que les promoteurs vont pouvoir faire des bâtiments extrêmement vertueux en ayant des prix de sortie, du prix d'accès au logement le plus raisonnable possible et qui soit quelque part cohérent avec le marché de Marne-la-Vallée. Sur la partie activité économique, c'est une activité qui pour nous est absolument essentielle. On vient bien évidemment, on est extrêmement volontariste sur la partie bas carbone, vous disiez RE pour les logements, mais on est également aujourd'hui engagé sur la partie opération économique, donc c'est exactement pareil. On les incite aussi énormément sur la partie autoconsommation. On a des opérations aujourd'hui extrêmement vertueuses avec l'utilisation du photovoltaïque, avec le raccordement au réseau ENR. C'est vrai qu'on est sur ce territoire de Marne-la-Vallée extrêmement engagé sur le mix énergétique, c'est-à-dire de pouvoir offrir la possibilité de développer du biométhane, de développer de la géothermie. On a plusieurs centres, plusieurs puits sur le territoire, et on est même en train de s'engager sur de la production et de la distribution d'hydrogène à une assez large échelle, pour faire en sorte que dans quelques années, on puisse également avoir sur l'Est francilien un site majeur de production sur l'hydrogène. Voilà. Dernière marque de fabrique, c'est également sur l'enjeu de la mobilité décarbonée. L'utilisation du véhicule personnel, on peut se raconter beaucoup de choses, mais l'accès au transport collectif, le fait de faciliter l'accès au transport, c'est ce qui fait diminuer l'utilisation du véhicule personnel. Et donc on est engagé sur aujourd'hui plus de 30 km de réalisation de pistes cyclables sur un programme à 5 ans. Chaque année, on donne des indicateurs de production de pistes cyclables, d'espaces non minéralisés pour prouver finalement que notre action est assez vertueuse et c'est appréhender les changements climatiques. Les îlots de chaleur urbains, je pense que tout le monde a en tête l'enjeu de pouvoir les appréhender sur un projet via des outils de modélisation et ensuite de pouvoir les suivre dans le temps, et puis aussi de planter des arbres. C'est idiot, mais en fait on est tous contraints dans l'acte de construire la ville sur des processus réglementaires qui nous invitent à éviter le maximum d'impact sur les espaces naturels, de pouvoir les réduire. Mais nous aujourd'hui on est aussi engagés à replanter et à apporter plus d'arbres que ce qui existait dans l'état existant avant notre intervention. Donc ce qui veut dire
que quelque part on construit la ville en améliorant à la fois les services et les accès aux activités pour les habitants, mais on améliore également l'état final en termes d'espace vert sur le territoire. Merci Monsieur Ray. Je vais maintenant passer la parole à Anouk Lejean. Vous êtes architecte, urbaniste, géographe, et du coup, c'est vrai que vous avez une vision un peu plus engagée sur la cause écologique et depuis plus longtemps que le secteur en fait. Votre spécificité finalement, c'est le retour de la nature dans la ville. Dans votre métier d'architecte à vous, qu'est-ce qui a changé? Comment vous sentez vos clients et qu'est-ce que vous essayez de... Enfin, est-ce qu'ils sont plus sensibles à ce genre de problématiques et qu'est-ce qui fonctionne? Alors, chez Xtu, ça fait 10 ans qu'on est fortement engagé sur la cause de la nature dans la ville en particulier et comment rendre la ville plus vivable et plus écologique. Alors, avant que nous pensions à ce qui a changé récemment, il y a une chose qu'il faut vraiment constater, c'est que on ne peut pas laisser faire l'étalement urbain tel que c'est maintenant. C'est juste pas admissible. Quand on va dans d'autres pays, quand on va en Asie, on voit que toutes les terres agricoles sont couvertes de construction. Si c'est ça l'avenir du monde, il faut vraiment changer. Donc ici, c'est plus admissible. Donc il faut vraiment reconstruire la ville sur la ville. Et ça, c'est notre combat depuis 10 ans. Après, ce qui a changé, c'est qu'effectivement, avec le Covid, en fait, la ville a été désenchantée. On s'est aperçu que, une fois qu'on avait enlevé les cafés et tout ce qui animait la ville était hostile, notamment les centres-villes. C'était entièrement minéralisé, il n'y avait pas d'endroit pour s'asseoir, avoir une vie sociale, publique. Enfin, ça avait perdu son caractère d'espace public et que finalement, la ville était devenue un espace, l'espace public était devenu un espace dédié aux véhicules. En fait, c'est-à-dire un espace technique. Donc c'est pas ça la vie en fait. Donc du coup, on s'est dit qu'il y avait vraiment une urgence à recentrer sur la question des friches, parce que si on doit pas construire sur les espaces agricoles, c'est forcément sur les espaces déjà construits qu'on va le faire. Et les friches, c'est pas seulement les friches industrielles, c'est aussi les friches commerciales. On savait que il y a une crise dans le monde commercial aussi en ce moment avec Internet, et donc ça sera le futur ressource foncière de demain. Et donc il y avait urgence à réfléchir là-dessus. Et que c'était peut-être l'occasion d'intégrer d'autres choses. La réponse énergétique, évidemment. Est-ce qu'on peut pas en profiter pour faire des quartiers énergie positifs? Mais aussi la réponse climatique. Parce que en fait, ça fait 10 ans qu'on sait qu'il va y avoir un problème avec le climat, on n'en parle que maintenant. Mais c'est pour ça qu'on est engagé sur la cause de la nature dans la ville, parce qu'il n'y a que la nature qui peut faire baisser la température de la ville. C'est juste, il faut se rendre compte que ça, si on ne ramène pas massivement du végétal dans la ville, si on ne déminéralise pas massivement, on restera avec une ville à radiateur qui accumule la chaleur et ça ne va pas avancer. Et la troisième chose qu'on sait aussi depuis 10 ans, c'est qu'il va y avoir une crise de la ressource. On parle de l'énergie, on a parlé cet été de l'eau, mais il va y avoir, et ça a déjà commencé, une crise sur la ressource des matériaux, des métaux, des sables, de tout. C'est pour ça aussi que tout le monde a commencé à travailler sur le renouvelable, le bois et tout ça. Mais c'est beaucoup plus grave que ça en fait, et personne n'en parle. Oui, ce que j'avais un chiffre en tête, c'est qu'en fait, là vous parlez de recyclage, finalement, recyclage des friches, recyclage des matériaux, et je crois qu'il y a 350 000 tonnes de déchets produites par an en France, et sur ces 350 millions de tonnes, 70% provient justement de l'activité du BTP. Donc il y a certainement des choses à faire avec les friches et avec les matériaux, puisque les matériaux, quand on construit, ça ne disparaît pas. Donc on peut très bien réutiliser tout ça. Enfin, j'imagine qu'on peut, réutiliser tout ce qu'il y a dans un bâtiment, finalement. D'une part, les filières ont commencé à se mettre en place. C'est vrai que ça avance quand même, les filières de recyclage des matériaux. On voit même apparaître du recyclage des verres plats, c'est tout récent, mais c'est quand même un bon sujet. Mais on s'est dit pendant le confinement qu'il fallait trouver une solution à ça, mettre au point des outils pour accélérer cette transition des friches.
Donc avec nos camarades de Everwatt, qui sont des investisseurs en énergie renouvelable, on a mis au point un projet qui s'appelle Amo Plus et qui permet de faire des quartiers à énergie positive avec tout ce que demande la société maintenant, la nature, le recyclage de l'eau pour pouvoir avoir le végétal sans sécheresse, donc le recyclage des eaux grises aussi, hein, les matériaux biosourcés ou avec des produits de réemploi, l'énergie positive, etc. Et à la suite de ça, on s'est dit qu'il fallait faire un outil pour que ça soit plus rapide à se mettre en place. Donc on a fait pour eux aussi un outil numérique en fait, qui facilite et qui accélère la fabrication de projets. Et après on s'est dit chez Xtu qu'il fallait vraiment se rapprocher de gens qui étaient spécialisés dans les friches. Et c'est là qu'on a pris contact avec ESSA, et avec qui on vient de gagner 2 grandes friches, la restructuration de 2 grandes friches, dont une qui est assez emblématique de la nouvelle attitude qu'on peut avoir. C'est-à-dire, au lieu juste de réutiliser les matériaux, mettre dans des filières... C'était une friche de quoi? C'était quoi? C'était une usine Thomson à côté de Nemours, hein, dans la vallée du Ver. Donc c'est un grand bâtiment, il y a une pièce sur pilotis. Au premier étage, elle fait 1,5 hectare. Et c'était l'usine, elle était sur pilotis parce que c'était inondable. Et voilà, c'est presque un symbole pour nous, et ça sera aussi, je pense, pour ça. En fait, on a répondu sur un appel d'offres d'urbanisme. Il y avait un OAP qui disait il faut démolir le bâtiment parce qu'on ne peut pas transformer, etc. C'est vrai qu'il y avait des grands toits avec 50 mètres de portée, c'était quand même pas très pratique à réutiliser. Et il faut démolir ce bâtiment et faire un nouveau quartier. Et nous, on a vu le bâtiment qui était non standard par rapport à l'esthétique des bâtiments industriels tels qu'on imagine en briques, patrimoniaux, etc. Mais qui était tellement un monument du XXe siècle, au bord de son canal, avec des grandes cheminées, etc. Et puis un plateau comme ça sur pilotis, au premier étage, avec une surcharge super forte, alors qu'il fallait construire un quartier lui aussi un peu en hauteur à cause de l'inondabilité. On s'est dit, mais c'est juste qu'il ne faut pas démolir, il faut garder le bâtiment tel qu'il est, et au lieu de construire le quartier sur le site, on va construire le quartier sur le bâtiment. Et comme ça, tout ce qui est autour, les parkings, les espaces autour, etc., on va entièrement déminéraliser, on va faire un jardin, une forêt filtrante, qui vont permettre de filtrer toutes les eaux, et donc on va pouvoir refaire un cycle de l'eau, un cycle de végétal renaturé, etc. Et finalement, au lieu de réutiliser le matériau, on a juste réutilisé le bâtiment. On s'est dit, on va en faire un foncier. Et puis, comme on avait travaillé aussi avant avec nos partenaires d'Amo Plus, on avait un peu réfléchi à comment intervenir dans les friches construites. Et donc, on a mis au point un projet léger en bois, préfabriqué, etc., des petites maisons. On l'a mis finalement sur le premier étage de la friche d'ESSA. Et comme ça, on fait la démonstration des deux. On peut faire léger en remettant en cause les habitudes de l'aménagement pour faire quelque chose avec très peu de ressources, très low-tech, mais qui redonne la part principale à la nature. Merci beaucoup. Monsieur Dumas, juste à ma droite, vous êtes président fondateur de Ville E. Vous êtes ingénieur... Ville Plus, pardon. Attendez. Vous êtes président fondateur de Ville E+. Voilà. Vous êtes ingénieur de formation, vous avez travaillé dans la promotion et vous avez créé votre cabinet de conseil en transition de territoire. Vos objectifs, c'est la rénovation urbaine, la mobilité durable et la transition énergétique. Vous êtes l'un des témoins principaux du changement d'approche finalement des collectivités territoriales. Qu'est-ce que vous avez noté comme changement notable chez vos clients? Parce que je suppose qu'ils vous sollicitent pour avoir une vision un peu différente des visions traditionnelles. Qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui et qu'est-ce que vous leur apportez en termes effectivement de transition écologique? Merci. Bonjour à tous. Oui, la Ville Plus. Donc, on est un cabinet de conseil, effectivement. On accompagne des collectivités comme des privés, des investisseurs, des foncières. Effectivement, nous, notre raison d'être, c'est de participer à la co-construction de la ville, avec toutes les parties prenantes, pour qu'elle soit sensible. Il y a un certain nombre de termes qu'on a déjà entendus, sensible, durable, inclusive. Donc, quelque part, c'est de davantage réfléchir à un lieu de vie plutôt qu'à un objet immobilier
ou un simple objet d'aménagement. Enfin, les premiers témoignages qu'on a entendus, de toute façon, convergent vers cette idée-là. Et puis, juste pour faire rapide sur notre approche, ben, c'est une approche où on va accompagner la création de l'adhésion autour d'un projet de territoire. Alors que ce soit un projet de renouvellement urbain, effectivement, de mobilité durable, concernant les systèmes alimentaires ou les milieux vivants. On accompagne par exemple l'agglomération d'Évreux sur son projet alimentaire de territoire ou sur une valorisation de friches industrielles. Voilà. Qu'est-ce qu'on a constaté depuis 5 ans qu'on existe? Effectivement, il y a une évolution qui accélère. C'est que de plus en plus d'acteurs, et notamment d'acteurs publics, on travaille avec Palaiseau, avec la Seine-sur-Mer, avec différentes communes, plutôt des villes moyennes actuellement, mais il y a vraiment une différence d'approche, et souvent avec des maires établis ou des maires qui sont arrivés aux responsabilités en 2020, une vision qui est beaucoup plus à 360 degrés, beaucoup plus holistique, systémique de la ville, beaucoup plus la ville comme lieu de vie, comme système vivant, où il faut d'abord penser à l'utilisateur. Ça tombe bien parce que c'est notre façon d'approcher les choses. Voilà, il faut penser usage, il faut penser service. Alors, tout le fondement de ça remonte à quelques années. Hein. Ça remonte à l'apparition de l'iPhone et puis à ce bouleversement finalement de l'économie du produit vers l'économie du service. Et puis petit à petit, ça a commencé à infuser effectivement. Et aujourd'hui, ça arrive dans l'aménagement de l'espace public. La difficulté, c'est que l'espace public c'est du long terme, hein, l'aménagement du territoire. Pour autant, c'est ce qu'on a pu noter comme évolution. C'est une vision différente, moins silotée, où on ne dissocie pas finalement l'immobilier de la mobilité, de l'énergie. Aujourd'hui, il y a vraiment une évolution vers cette vision beaucoup plus globale. Et puis ce qui commence à apparaître, ce qui est très intéressant, c'est une approche par impact. C'est-à-dire qu'on ne raisonne plus en termes de solutions. On ne se dit pas j'ai des problèmes d'embouteillage, etc. pour accéder à telle zone, donc je vais, ou en tout cas un cabinet de conseil m'incite à aller mettre un bus en site propre ou un tramway ou je ne sais quoi. Une réponse de mobilité face à une problématique de mobilité. Aujourd'hui, on est davantage dans ok, j'ai une problématique à un endroit donné, et je vais d'abord prendre du recul, me poser la question de sur quoi je veux avoir de l'impact. Je vais développer une nouvelle zone, ça va peut-être engendrer de nouveaux problèmes de mobilité. Pour autant, cette nouvelle zone, je veux qu'elle ait de l'impact sur beaucoup plus de paramètres que ça. Je veux que ça devienne un véritable lieu de vie. Je veux que ce projet, moi, décideur public, ait un impact sur la santé, sur le développement économique, etc. Donc on peut se référer à ce moment-là aux objectifs de développement durable de l'ONU, les 17, et puis partir dans un processus de création de valeur, finalement, à 360 degrés. Et ce qui fait que, de ce fait-là, on va arriver à trouver des solutions qui auront, au global, un impact positif, et notamment un impact positif sur la future vie des futurs usagers. Voilà. Et ce qui est intéressant, je fais très vite, c'est qu'en raisonnant comme ça, on se rend compte, et ce n'est pas un miracle, c'est simplement une façon de raisonner un petit peu différente, qu'on arrive à faire converger la volonté de création de valeur sociale que va avoir un élu, la volonté de création de valeur financière que va avoir un promoteur finalement. Parce que si tout le monde raisonne pour créer, pour travailler sur un lieu de vie qui apportera du bien-être, monsieur le disait tout à l'heure, du bien-être, de la santé, du confort, les gens vont avoir envie d'y venir. Envie de venir y loger, y travailler, y consommer, se divertir, etc. Donc la création de valeur sociale, elle sera là. Et puis je ne vous fais pas un dessin, si les gens ont envie de venir dans un nouveau quartier, la demande va augmenter. Donc la création de valeur financière, je prends volontairement l'élu et le promoteur, voilà, parce qu'a priori, la convergence de la création de valeur, elle n'est pas évidente. Bon, si on raisonne différemment, si on raisonne en se mettant à la place de l'utilisateur, en réfléchissant l'impact, en ayant une vision de 360 degrés, je le dis, c'est pas un miracle, mais naturellement, on va arriver vers une convergence de création de valeur pour tout le monde. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Blanc, vous êtes directeur délégué d'Essor Investissement. Donc Essor Investissement, c'est une filiale du groupe Essor. Cette filiale est dédiée aux activités de foncière et de marchand de biens. Vous avez lancé cet été une foncière qui s'appelle Air by Essor, dont l'objectif est de flécher les capitaux vers la rénovation urbaine en créant de la valeur tout en diminuant l'empreinte carbone des immeubles.
Alors vous, du coup, dans cette chaîne finalement qui conduit à l'objet immobilier ou à l'aménagement de la ville, vous êtes presque le dernier maillon quelque part. Vous êtes privé, vous êtes celui qui investit. Avec votre foncière justement Air-Bail Essor, quelles sont vos méthodes et vos axes de travail pour peser sur l'empreinte carbone des actifs que vous achetez? Bonjour à tous. Alors vous l'avez dit, la promesse de Air-Bail Essor, c'est justement de flécher des fonds, des capitaux vers la décarbonation de l'immobilier. Donc à partir de ce moment-là, il faut rationaliser notre action. C'était Madame Bérangère qui l'a. J'ai le double. Notre action d'un point de vue environnemental. Puisque la rationalisation économique, on connaît déjà tous les outils qu'on a. Donc pour expliquer comment on travaille et quel est l'impact de ce qu'on fait et rationaliser ce travail, on a 3 axes. Le premier axe, c'est une méthodologie qui est déjà éprouvée par un grand nombre d'acteurs, c'est de mettre en place un système de notation pour les actifs et ensuite travailler ce système de notation dans le temps. La question est qu'est-ce qu'on fait de ce système de notation, ou qu'est-ce qu'on fait de nos actifs à partir de ce système de notation. Il y a des acteurs qui peuvent avoir une stratégie de conserver les meilleurs, ceux qui sont à 80, 90, et puis de se débarrasser des autres, mais sociétalement, on a aussi besoin d'acteurs qui prennent des actifs qui sont mal notés et qui les remontent. Donc nous, on a plutôt la volonté de se dire, on n'achète pas un actif s'il est au-dessus de 70, on va acheter des actifs qui sont en dessous, et entre le moment où on les achète et le moment où on les revend, on va s'efforcer de faire augmenter cette notation. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de passer le décret tertiaire. On a mis en place chez nous une méthodologie justement pour pouvoir passer ce décret tertiaire sereinement. Est-ce que vous pouvez juste rappeler en 2 mots ce que c'est? Le décret tertiaire? Alors, c'est simple, c'est pour les actifs à usage professionnel, principalement les bureaux aujourd'hui. Vous avez des objectifs de diminution de l'empreinte carbone pour 2030, 2040, 2050, en fonction d'une consommation actuelle. Donc, c'est une grosse réglementation contraignante et je dirais qui est source d'évolution du métier. Ça nous va très bien et il faut, pour passer ça, réussir à bien combiner les compétences techniques et les compétences financières. Chose qu'on a la chance de pouvoir faire chez nous, mais en tout cas, on s'efforce à mettre ça en place. Et puis le troisième axe, celui sur lequel je travaille actuellement, c'est de réussir à sortir un bilan carbone sur les différents scénarios d'évolution d'un bâtiment qu'on peut avoir. C'est assez simple en fait, c'est appliquer un principe financier au carbone. C'est-à-dire que quand vous transformez un actif, vous investissez du carbone dans la transformation de cet actif. Et normalement, cette transformation doit vous amener à une diminution de la consommation en période d'exploitation. Donc, faire ce rapport-là entre le carbone investi à la transformation et puis le gain futur, ça permet de mettre en perspective votre objet fini, mais ce que vous avez fait pour y arriver. Et notamment, l'idée, c'est de mettre dans la balance la partie déconstruction, reconstruction et ou matériaux de construction qu'on utilise. La difficulté, c'est on a besoin de cette aide à la décision très tôt dans le projet. Donc, il faut avoir une discussion avec les ingénieurs pour leur faire quelque chose de simple et pas quelque chose de parfait. Voilà. Mais on y arrive et on avance là-dessus. Merci beaucoup. Madame Franquet, vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de travail dans votre ville, il y a 20 ans de retard. Mais comment fait un maire pour faire avancer sa ville quand il y a la région, la communauté de communes, enfin tous les décideurs qui vous entourent? Évidemment, vous n'êtes pas toute seule à décider. Comment ça se passe et est-ce que vous arrivez à avancer suffisamment vite pour transformer Aubervilliers? Alors ça ne sera jamais aussi vite qu'on le souhaiterait, parce qu'après ça, je pense que ça c'est quand on arrive en tant qu'élu, on pense que... Moi je viens de l'éducation nationale où je pensais que tout était très long, donc j'étais
un peu ravie de rendre les clés de mon collège en me disant maintenant ça va être un peu plus facile. Et finalement, on se rend compte que c'est encore plus long parce qu'il y a il y a ce millefeuille et puis sur des choses même nous on a gardé quand même la compétence urbanisme sur notre territoire, donc on a nos propres instructeurs mais après il y a ces questions aussi de PLU où là ça dépend d'autres personnes, et puis après il faut aller vite. Là, je suis d'accord, on a certains projets en cœur de ville qu'on voulait voir émerger, mais et là, c'était vous, monsieur, qui parliez de convergence entre promoteurs et maires. Je pense que pour un promoteur, on n'ira jamais assez vite, parce qu'après, derrière, quand vous acceptez des projets, quand vous voulez transformer la ville, il y a aussi toute une chaîne d'impact. Et moi, je leur réponds toujours école, équipement public, et puis il y a aussi l'acceptabilité on a aussi du mal à expliquer aux gens. Là, il y a une forte prise de conscience sur les questions d'environnement, d'écologie. Et les gens, nos habitants, nous souhaiteraient d'un côté, ils veulent que la ville change, ils étaient contents qu'on dise on arrête les logements sociaux, on construit, on rapporte de la mixité dans la ville, on va faire venir des nouveaux commerces, etc. Donc ça, ils le souhaitaient, mais d'un autre côté, ils aimeraient que toutes ces friches industrielles qui en plus n'appartiennent pas à la ville deviennent des parcs. Donc là, je pense que c'est aussi, moi j'étais très, très sensible à votre discours, de se dire comment faire en sorte qu'on puisse faire des projets tout en les rendant acceptables. Et puis je pense qu'il y a un vrai travail, et ça c'est le rôle de l'élu, du maire, et puis grâce à un gros travail de communication, de rendre aussi tous ces projets acceptables et d'expliquer que voilà, c'est pas parce qu'on construit des nouveaux logements qu'on est un affreux bétonneur. Donc c'est tout un équilibre à trouver, mais c'est pas simple, et voilà, ça prend du temps. Monsieur Ray, vous êtes dans vos EHPAD depuis un certain temps déjà, enfin, vous soutenez la cause écologique, la cause de la transformation, ça c'est évident. Du coup, la question c'était, vous avez déjà une petite antériorité en la matière, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas justement? Les trucs un peu bizarres qu'on a fait, qui ne donnent rien, et puis d'autres choses qui produisent effectivement des vraies économies de CO2, C'est là, je peux tenir une demi-heure. Non, alors, je vais vous donner 5 minutes. Essayez. Ah non, 3 minutes. Tout d'abord, dans les années 80, on était certainement convaincus que de faire de l'urbanisme modal et de bétonner absolument tous les espaces publics, c'était une bonne idée. Et aujourd'hui, on considère que ce n'est pas une bonne idée. Et donc, on doit être l'acteur du recyclage urbain. Donc, un acteur comme nous, on est aujourd'hui en train de réinterroger du tissu urbain existant qu'on a nous-mêmes développé dans les années 80-90, en ayant un fort attachement à la déminéralisation de ce qu'on a nous-mêmes développé. On a même des projets qui avaient été construits un peu plus tard, je prends le même exemple d'un centre commercial sur Montévrain, où on est en train de travailler avec l'opérateur Fray à envisager une reprise complète du centre commercial en déminéralisant les surfaces de stationnement minéralisées pour en faire des poches vertes, de pouvoir faire de la mixité logement, activité économique, c'est-à-dire que sur les 10 hectares du centre commercial et les 60 magasins, on est en train d'appréhender une reprise complète des bonnes vieilles coques commerciales en R+0, en gros, qui faisaient du gros étalement urbain, et de faire en sorte qu'on puisse avoir de la mixité en hauteur avec du logement et des commerces en rez-de-chaussée. Donc en gros, maintenir cette notion de rez-de-chaussée actif, avec du logement au-dessus et en apportant des aménités dans un lieu de vie qui deviendra à la fois de la vie économique et de la vie résidentielle. Un autre exemple aussi qui est parlant, et là vous allez dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Alors déjà, ce qui ne marche pas, c'est de ne pas faire comprendre aux habitants en place qu'il faut changer. Je prends l'exemple d'un... Et ça, les habitants, du coup, avec ce qui s'est passé cet été, avec tout ce qu'on entend sur le GIEC, les températures, etc., ils sont toujours pas sensibilisés à ça. Les gens comprennent, mais il y a quand même un peu le syndrome du dernier arrivé. On peut le voir en Ile-de-France, on est quand même nous tous confrontés à des recours énormes sur les permis de construire, notamment avec des gens qui n'ont clairement pas d'intérêt à agir et qui le font quand même. On a une disposition législative qui est mal faite aujourd'hui, on peut bloquer des projets même si on n'est pas réellement impacté par le projet. Je prends l'exemple d'un projet qu'on a fait sur la ville d'Ormesson, tissu pavillonnaire, 3% de logement social.
la ville contrainte à un contrat de mixité sociale par l'État, et on doit faire accepter un projet de 360 logements collectifs dans un tissu pavillonnaire, un R+3 plus comble, avec 50% de logement social. Pas gagné, hein. On prend ce projet-là en étant déjà en plus avec une collectivité qui n'a jamais fait d'aménagement, parce que c'est pas son ADN, tissu pavillonnaire, extension urbaine, dynamique, etc. La manière dont on a fonctionné, c'est pour ça que je veux citer cet exemple, parce que ce qui marche et ce qui ne marche pas, déjà, c'est d'appréhender l'acceptabilité des gens en place. Déjà. On a lancé une concertation très tôt, 4 ans avant les permis de construire, sous une forme innovante de concertation numérique, c'est-à-dire en fait en mettant à disposition sur Internet un outil, on a développé ça avec une start-up qui s'appelle 1001 rues, pour faire en sorte que les habitants qui étaient du coup sensibilisés au projet puissent avoir accès en ligne à une réalité virtuelle de ce que ça allait donner en termes de volumétrie, de vis-à-vis, et surtout ce que ça allait apporter en termes d'espace public et de rez-de-chaussée actif. Et en fait, on se rend compte qu'on est parti d'une emprise qui était finalement une emprise non utilisée, parce qu'il y avait des pavillons qui étaient en place, des pavillons assez dégradés d'ailleurs, et de l'activité agricole qu'on a su compenser ailleurs. Et finalement, ce secteur-là n'était pas utile aux habitants en place. Et on a su démontrer qu'avec ce projet, on a implanté un groupe scolaire, on a implanté des espaces urbains de qualité pour créer des échanges dans l'espace public. On a même écouté ce que les gens souhaitaient, notamment sur le cheminement des pistes cyclables et l'emplacement des stationnements, pour montrer quand même qu'on avait entendu cette concertation, parce que souvent on fait une concertation puis on se dit qu'une fois qu'on a tiré le bilan, on fait ce qu'on veut. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les habitants ont un tel pouvoir de nuisance via les réseaux numériques notamment, qu'on doit avoir comme une certaine traçabilité des engagements qu'on prend. Donc une fois qu'on a démontré que le projet finalement, en termes de vis-à-vis, d'environnement, c'est pas si impactant que ça, et ça apporte, et bien ça, quelque part, on a aujourd'hui, je touche du bois, c'est du vrai bois, on n'a pas encore de recours sur les permis de construire des promoteurs qui ont gagné nos consultations. Je vais vous donner un exemple qui n'a pas marché volontairement. On a essayé, sur un territoire comme le nôtre, c'est-à-dire en gros avec des hauteurs de R+4, R+5, de faire la démonstration que si on faisait une opération avec une belle hauteur, pas une tour IGH, une belle hauteur, c'est-à-dire en fait, je crois qu'on était R+18, je crois que c'est ça. 18 étages. Oui, 18 étages. On savait démontrer qu'on n'occupait que le quart de l'emprise de la parcelle foncière et que les 3/4 de la parcelle étaient laissés ouvertes à l'espace public avec des parkings mutualisés, avec des commerces et des services en rez-de-chaussée. On a lancé cette concertation et on a eu 20 habitants qui habitaient les derniers étages des R+4 et R+5 autour, qui se sont dit « Oh là là, au secours, on va me regarder sur ma terrasse ». Je précise que le projet de ZAC est en cours depuis 20 ans, que le PLU a été modifié en 2017 et que cette hauteur à 50 mètres avait été autorisée sans aucun problème au niveau de l'enquête publique ou des PPA, des personnes publiques associées, c'est-à-dire les collectivités qui sont autour, etc. Et en fait, on s'est retrouvé avec une vingtaine d'habitants qui lancent un buzz sur Facebook, qui a un écho sur 200 personnes et qui a réussi à faire fléchir la collectivité parce qu'elle ne voulait pas aller au combat sur un sujet qui pour nous était un sujet essentiel. Le maire était convaincu de la pertinence du projet, mais c'était trop tôt. Vous voyez, c'est ça le drame dans l'histoire, c'est que finalement, on ne va pas faire cette emprise sur le quart de la surface, on va faire un lot plus large, plus étendu, moins pertinent pour les enjeux écologiques, qui soit pas trop impactant pour nous, parce que quelque part, je rappelle qu'un manager, il paye de l'espace public et des équipements publics par rapport aux recettes qu'il génère, c'est-à-dire par rapport aux mètres carrés qu'il développe. Et là, on ne pouvait pas réduire drastiquement les mètres carrés, on l'a un peu fait, mais finalement, on arrive avec un projet moins satisfaisant que ce qu'on aurait pu faire en étant beaucoup plus volontariste. On n'a pas voulu aller jusqu'au combat parce qu'on sentait bien que quelque part, c'était un combat perdu. Et pourtant, je n'ai pas de grands ensembles sur le territoire de Marne-la-Vallée. J'ai des hauteurs qui sont en gros entre le pavillonnaire et le R+6-7 grand max. Et bien finalement, on voulait faire une opération signal, démontrer que ça avait des atouts, y compris dans l'anticipation des enjeux climatiques, et bien là-dessus, on n'a pas réussi. Il y a encore de la pédagogie à faire. Alors. Et surtout, de faire accepter aux élus le principe de la densité de la hauteur. C'est-à-dire que, vous voyez, on parle beaucoup des friches. Je prends un exemple, par exemple, on est absolument convaincu avec le directeur général au sein de l'établissement public que la friche n'est pas forcément tout le temps à réhabiliter. Peut-être que la friche peut être laissée à l'état naturel, qu'elle présente un enjeu écologique intéressant,
et qu'au lieu d'aller dépenser beaucoup d'argent à compenser ailleurs ce qui existe déjà sur la friche, finalement la maintenir et puis construire à côté. Effectivement, on va aller consommer de la terre, mais on va surtout conserver des enjeux écologiques intéressants au lieu de rentrer dans une équation financière très compliquée. Je pense que tout le monde est conscient dans cette salle que la notion de recyclage urbain s'apprend avec une équation économique beaucoup plus compliquée que ce qu'on a connu dans les années 70-80 lorsqu'on faisait de l'extension urbaine sur du terrain agricole. Donc on est vraiment tout le temps face à cette équation entre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, entre ce qui est désirable et absolument nécessaire pour appréhender tous ces enjeux et ce qui est acceptable et gérable économiquement. Merci beaucoup. Madame Legendre, on parle de friches industrielles. Est-ce que vous pouvez nous montrer l'intérêt des friches industrielles, mais tout ce qu'on peut recycler finalement? Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose qui fonctionne? Il n'y a pas de règle en fait, ça dépend de la friche en fait. Il faut regarder. Est-ce qu'on peut tout recycler? De différentes façons. Il y a des choses qu'on peut recycler en réutilisant directement, par exemple des structures dans les bâtiments industriels, souvent c'est des choses rouges, des dalles en béton, des grosses surcharges, etc. Donc peut-être ça peut être réutilisé tel que, au lieu de tout casser. Et évidemment, quand c'est des toits amiantés, des tôles en métal, on peut les refondre, les recycler, c'est sûr, mais pas de la même façon. Et après, je pense que la première chose, c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut faire de ce qu'il y a là, en fait, du déjà là. C'est intéressant quand même les infrastructures du XXe siècle, il y a eu des trucs de fou. Et par exemple, il y a quelques années, on a répondu sur la reconversion de l'usine des eaux d'Ivry. C'était une usine neuve qu'au bout de 15 ans, ils s'étaient aperçus qu'ils n'en avaient pas trop besoin, en fait, et qui était en friche donc depuis une dizaine d'années. Et il fallait tout casser, tout démolir. Et nous, on s'est dit, les bassins, c'est quand même super bien. Ça ferait un super parc urbain de l'eau pour l'Île-de-France. Il vaut mieux construire sur le toit de l'usine, plus dense, mais en préservant l'outil. Voilà, ça c'était un exemple. Quelqu'un qui regarderait les bassins comme ça, il dirait, oui, pour construire, ça ne convient pas, il faut le casser. À part que dans les villes, on a besoin de tout. On a aussi besoin d'espaces de loisirs, d'espaces de détente, d'espaces pour la biodiversité, etc. Donc, c'est vraiment avoir au cas par cas, mais c'est vraiment une attitude aussi. D'accord. Merci. Monsieur Dumas, avec les nouvelles problématiques qui émergent, comment vous accompagnez concrètement vos clients pour faire la ville de demain? Est-ce que vous y arrivez? Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une certaine réticence, même de la population, alors qu'on imagine quand même que c'est les premiers bénéficiaires. Comment vous y parvenez? C'est pas simple. Et pour répondre à Madame Lanner et à Monsieur Ray, je vais prendre deux exemples. L'un sur la valorisation d'une friche tout en réintégrant des espaces végétaux, verts. Et puis l'autre sur la densification dans un milieu urbain très... Le premier sujet, c'est à la Seine-sur-Mer, où on a accompagné la commune, avec la nouvelle maire qui a été élue comme vous en 2020, Madame Biquet, sur un foncier qui est un ancien terrain d'un pétrolier bien connu, bien pollué, en bordure de rade, donc un terrain magnifique avec un dénivelé, voilà. Et puis tout un tas de riverains autour. Projet planté depuis des années, un projet de promoteur que je ne citerai pas, mais c'est pas Essor. Très très dense, 400 logements, enfin un truc, c'est absolument l'or, donc des recours légitimes, vraiment une opposition de projet légitime. Et puis une équation économique qui, sortie de l'objet immobilier, ne tourne pas. On a accompagné justement en reprenant le processus de réflexion depuis le tout début, en disant alors la collectivité n'avait pas un rôle direct, puisque là on parlait d'une relation de privé à privé. Par contre, elle avait la possibilité d'intervenir pour imposer, on va dire, un cahier des charges de ce qu'elle demandait au maximum sur ce foncier-là. Bon, pour la faire courte, parce que je voudrais y passer aussi un peu de temps, on a repris le processus depuis le départ d'accompagnement. Nous, on est simplement les facilitateurs de la réflexion. Et puis, on a animé des ateliers collaboratifs, notamment avec les riverains et notamment avec les voisins qui étaient les plus revendicatifs, les conseils de quartier, voilà, toutes les parties prenantes impliquées, impactées, et on les a fait travailler. On a fait de la pédagogie sur l'approche globale. Comment on y est arrivé? Comment on a réussi à passer de 400 logements à 150 logements
en y intégrant un parc urbain, des petites folies à droite à gauche, quelques ouvrages destinés à des artistes, enfin, etc., tout en ayant un équilibre économique qui fonctionnait. Parce que c'est quand même ça, si l'équilibre économique ne tourne pas, ça ne sort pas. Et bien, on y est arrivé en accompagnant le projet, en impliquant les riverains, les associations, la ville, les différents acteurs dans des processus, des ateliers de co-construction, des ateliers de collaboratifs, et en ayant surtout cette approche globale. C'est-à-dire que effectivement, si on ne prenait en compte que l'objet immobilier, ça ne fonctionnait pas. On ne pouvait pas faire moins de 400 logements. Par contre, si on avait cette approche globale, en mesurant les impacts à terme, d'un point de vue environnemental, impact sur la biodiversité, sur les milieux vivants, impact social et impact économique, à ce moment-là, en n'ayant pas qu'une vision financière, on arrive à faire tourner plusieurs scénarios, d'ailleurs, 2 ou 3 scénarios qui ont été en partie co-construits par les riverains, par les citoyens. Je dis en partie parce que le projet dans sa globalité n'a pas été mis sur la table à la concertation, à la co-construction. Il y a toute une partie qui a été neutralisée, sanctuarisée, ce qu'on appelle les invariants. C'est le cas dans tous les projets qu'on accompagne. Il y a une grosse partie du projet, ça correspond à la vision de la collectivité, aux intérêts de l'investisseur, etc., etc. C'est les invariants, c'est ce qui n'est pas négociable. Et puis après, il y a une partie complémentaire qu'on vient co-construire avec les riverains, les citoyens, etc. Voilà. Et donc c'est un projet qui aujourd'hui va démarrer, après des années de recours, de blocage, il va démarrer, et on sait d'ores et déjà, parce que très tôt on a des outils de calcul, de bilan d'aménagement, bilan de promotion qui nous permettent de sélectionner les scénarios qui seront viables, et ben c'est un projet qui va démarrer. Voilà. Et pour l'exemple de la densification, c'est le tout premier projet qu'on a accompagné quand on a créé la boîte, avec une architecte urbaniste qui s'appelle Carmen Santana, qui est le projet de la ZAC Gagarine-Trullo à Ivry-sur-Seine, et où le travail, l'un des tout premiers ateliers qu'on a animé, c'était avec des riverains de la ZAC actuelle, il y a des logements actuellement, et puis avec des riverains, donc des alentours. L'objectif, c'était de les faire participer à des ateliers collaboratifs pour leur faire intégrer, participer, co-construire, et puis surtout intégrer le fait que dans un périmètre contraint, qui est le périmètre de la ZAC qui existait à l'époque, il fallait rajouter 70 000 m² de bureaux, 1000 logements et 2,5 hectares d'agriculture urbaine. Parce qu'il y avait une volonté de la ville et puis de l'aménageur de retrouver l'identité de la ceinture maraîchère de Paris. Voilà. Et tout ça dans le même périmètre. C'était pas gagné. Et puis, avec ce processus-là, de la même manière, en ayant une vision, une approche à 360 degrés, en ayant une approche par l'impact, d'accord, en cherchant à créer de la valeur, en faisant de la pédagogie. Et de la co-construction. Voilà, et bien on a réussi à embarquer tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur Blanc, une dernière question avant de vous laisser la parole pour vos questions à vous aussi. Vous avez parlé tout à l'heure du décret tertiaire. Je rappelle que vous êtes, vous, un investisseur. Comment vous intégrez ces exigences de ce décret, finalement, dans vos décisions d'achat? Alors, je vais faire un petit détour, mais on a parfois en interne le débat de faut-il faire mieux que la réglementation pour être vertueux. C'est un débat qui est important parce que ça a des conséquences, enfin ça a des hypothèses et des conséquences. C'est-à-dire que dire qu'il faut être meilleur que la réglementation, ça veut dire déjà qu'on considère que la réglementation n'est pas suffisante pour traiter le problème. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le risque de faire mieux que la réglementation, surtout quand on a un point de vue d'investisseur, c'est de sortir du marché. C'est-à-dire en fait de sortir de l'action, puisque on a des ambitions qui sont trop élevées par rapport au marché, et du coup on n'achète pas. Donc voilà. La réglementation aujourd'hui qui nous fait face, c'est celle du décret tertiaire, et déjà bien la traiter et la traiter convenablement, c'est extrêmement important. Mais pour bien pouvoir la traiter, il faut que l'ensemble du marché la traite de la même manière. Et on en revient à votre question de peut-on tout recycler? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tous les investisseurs traitent cette problématique du décret tertiaire avec le même niveau de technicité, on va avoir un marché qui sera fluide et qui sera capable de traiter ces sujets-là. Donc moi j'invite tous les investisseurs à se muscler d'un point de vue technique,
justement pour mieux traiter ces questions-là. Voilà, chez nous, on s'attache à le faire. On a enfin réussi à dérouler une méthodologie justement pour pouvoir traiter ces bâtiments qui sont soumis au décret tertiaire. Et le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que c'est faisable. C'est faisable en combinant les compétences des équipes techniques avec, j'ai perdu mon pied, avec les compétences plutôt financières. Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose maintenant, puisque on arrive bientôt à la fin du temps qui nous est imparti, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Ce que je vous invite à faire, c'est à vous présenter avant de poser votre question. Un peu de courage. Non? Écoutez, si, une question. Bonjour, Marie-Douce Albert, le moniteur. Je voudrais revenir sur le projet de Nemours. Donc, vous êtes les deux intervenants, Essor et Mixtu. Je voulais avoir quelques précisions. Le projet, il vient d'être lancé, parce que vous avez dit ça s'est déclenché à la suite de la réflexion que vous avez eue pendant le confinement, etc. Donc, en fait, je voulais avoir un peu plus de détails sur, ne serait-ce que le calendrier, c'est-à-dire que cette usine, ça y est, vous l'avez achetée, et voilà. Merci. L'usine, ils sont en train de l'acheter, donc ils sont en train de... Je me demande si elle est déjà achetée. Ils l'ont acheté. Bon, alors c'est super. Monsieur, vous êtes le directeur général. Vous voulez peut-être répondre à madame? Oui, je peux. Mais Dominique Lapace, qui est notre dossier, peut le faire mieux que moi. On l'a vu la semaine dernière. Bonjour, donc Dominique Laplace, je suis directrice du pôle friche et reconversion chez Essor. Donc je confirme que nous avons acheté la friche la semaine dernière. Voilà. Et c'était suite à une liquidation judiciaire. C'est pas un appel à projet. Donc c'est aussi ça, les friches, hein, c'est des industries qui ne fonctionnent plus et qu'on doit reconvertir. Voilà. Merci. D'autres questions? Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, dites-nous. Je voulais juste dire un truc, c'est que, en fait, cette question des friches, dans la période post-Covid, où les gens ont envie d'autre chose, d'une vie plus désirable, de notre mode de vie, notre rapport au travail, à leurs enfants, etc., c'est aussi la nouvelle chance des territoires, en fait. Et parce qu'il y a aussi des territoires en friche, parce qu'il y a aussi des villes en friche, et justement, elles sont en friche parce qu'il y a des friches. Et donc, c'est un peu le travail qu'on essaie de faire avec Essor, en fait. C'est aussi de s'attaquer à ces sujets-là qui sont moins faciles que la friche de centre-ville, qu'évidemment tout le monde veut, et il y a tous les concurrents promoteurs qui sont là. Mais celle qui n'est pas dans le centre-ville, qui est loin, dans des territoires un peu abandonnés, etc., qui ont souffert, mais qui demandent à revivre parce qu'ils ont un super environnement autour d'eux, et ben c'est à celle-là qu'il faut s'attaquer, et ça permettra de répondre aux demandes de la population finalement, qui en a un peu marre aussi d'une partie des centres-villes. Ça va un peu desserrer la pression sur les métropoles, et ça va permettre de faire bien l'aménagement avec justement des espaces publics plus urbains, où on pourra même faire de l'agriculture urbaine, ou des jardins, ou des choses ensemble, et où finalement la ville va retrouver son sens social et plus juste un sens de trafic de voitures. Écoutez, merci pour ce beau message d'espoir. Monsieur Blanc, je vous invite peut-être à conclure, parce que ça y est, on a fini. Écoutez, je voudrais remercier nos participants pour avoir accepté de venir s'exprimer ici. C'était très agréable et c'est aussi très encourageant pour l'avenir, parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui se font, qui changent aujourd'hui. On change de manière de faire, on change de manière de penser la ville, et ça c'est bien. C'est bien pour le futur et pour notre industrie immobilière qui est en train de se transformer. Voilà. Merci beaucoup à tous, et puis bonne continuation.